C'est un village pilote au centre des Pays-Bas. Stolwich accueille depuis 2 ans une maison de retraite au concept inhabituel. Comme tous les mercredis, la famille Home rend visite au patriarche. L'arrière-petite-fille assure le spectacle. Un moment de convivialité qui vient rompre sa solitude. En tant que famille, on vient d'abord pour s'occuper de notre père, lui donner de l'attention. Et s'il y a autre chose à faire, on le fait, et ça vaut aussi pour les autres pensionnaires. En réalité, Henk et ses proches n'ont pas le choix. Pour que leur père ait une place dans cet établissement, ils sont obligés de consacrer 4 heures par mois à tous les résidents. Leur travail, apporter un peu de convivialité. Prenez encore un peu de café? Non, j'ai pas envie, c'est trop amer. Moi, je veux bien faire des tas de choses. Ils ont mon numéro. J'habite à côté. Vous savez, je suis prête à rendre service. Mais je ne peux pas les habiller et les laver. Ça, c'est à eux. C'est à l'État de le faire. Par contre, on veut bien donner un peu de chaleur humaine. Le personnel se charge des soins, chacun son rôle, et les familles se sont bien volontiers pliées aux règles, puisqu'en général, elles assurent plus de 8 heures de présence. Pour la direction, c'est tout à fait normal. Elle estime que ses employés ne peuvent pas tout faire. Si vous amenez votre mère dans une maison de retraite publique, vous devez apporter quelque chose en échange. Vous pouvez jouer du piano, jardiner, faire la cuisine pour tous les pensionnaires. Le fait que ces tâches soient obligatoires a été beaucoup critiqué quand on a commencé. Mais aujourd'hui, je pense que la situation a changé. Petit à petit, on se rend compte que l'État ne peut pas tout faire. L'État-providence a ses limites et la crise a rendu cela plus évident. Le plan d'austérité décidé par le gouvernement touche principalement le secteur de la santé. Les maisons de retraite médicalisées ferment une à une. De 2000, elles passeraient à 1200 d'ici 6 ans et les personnes âgées sont vivement incitées à vieillir chez elles. Alors, pour pallier le désengagement de l'État, le gouvernement encourage fortement le concept de société de participation. En plus de son métier de kiné, Marianne est bénévole 2 jours par semaine dans une coopérative de solidarité. Avec Gérard, le cuisinier au chômage, ils organisent une soirée pour une 20aine de personnes du 3e âge. Ça sent bon. Avant, quand on vieillissait ou que l'on devenait handicapé, on savait que l'État était là pour nous. Mais ce n'est plus le cas, car il n'y a plus d'argent. C'est pour cela que nous, les habitants, nous avons pris les choses en main en créant cette coopérative. Nous comptons sur nos propres forces pour que les personnes âgées continuent à vivre chez elles jusqu'à la fin de leur vie. Avec Marianne, ils sont une 50aine de bénévoles dans ce village de 1500 âmes, sans maison de retraite. Et ils interviennent dans tous les domaines de la vie quotidienne, y compris la santé. Voici Tess. Tess, c'est notre plus jeune volontaire. Il s'occupe du coaching informatique aux personnes âgées. Vous voulez envoyer un mail? Oui. Oui, un mail. Cliquez ici. Doucement, je suis un vieil homme. Avec la coopérative, M. Van der Brun se sent rassuré. En cas de problème, il sait vers qui se tourner. Je trouve ça nul, ces économies que fait l'État sur la santé. Ici, aux Pays-Bas, nous, les vieux, on est maltraités. Et avec toutes ces mesures d'austérité, on revient en arrière. Ce sont les jeunes qui doivent à nouveau s'occuper des vieux. Mais les jeunes, il faut qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Faire passer les coupes budgétaires en flattant la cohésion sociale, l'argument vanté par la coalition des libéraux travaillistes au pouvoir est fallacieux, nous dit cette sociologue. Selon elle, le service public est en danger. Ces 25 dernières années, il y a eu beaucoup de coupes budgétaires. On a alourdi les institutions publiques. Il y a de plus en plus de bureaucratie. On a vidé les institutions de leur sens et elles n'ont pas été en mesure d'accomplir leur mission envers le public. Du coup, les employés et les clients sont si frustrés qu'ils ont abandonné toute velléité de réformer ces institutions
pour les rendre plus humaines, plus efficaces. C'est dommage. Au lieu de ça, ils ont fait un pas de côté et se sont dit « on va faire quelque chose par nous-mêmes, en dehors du système ». Et pourtant, au sein même du service public, certains résistent. Manifestation façon hollandaise. Leur travail est menacé, alors ces employés spécialisés dans les soins à la personne protestent en démontrant les bienfaits de leur métier. L'État se désengage du secteur de la santé et se décharge sur les municipalités qui, faute de moyens, licencient à tour de bras. Alors, à la tribune, on dénonce les dangers de la crise. Ces coupes budgétaires sont dangereuses pour ceux qui tombent malades et qui n'auront pas les moyens de payer des soins à domicile. Aux Pays-Bas, il y a beaucoup de gens riches qui peuvent se le permettre, alors ça va accroître le fossé entre les riches et les pauvres. Ce système va exclure de nombreuses personnes qui n'auront plus accès aux soins et ça ne doit pas exister aux Pays-Bas. Tous unis pour le soin à la personne. Le combat s'annonce difficile. À moins d'une reprise économique, les Hollandais risquent de faire le deuil de leur système de santé, un des piliers de l'État-providence. Heureusement, il y a la mer pour apaiser les âmes tourmentées. Cruelle, dévastatrice, la crise défigure tout sur son passage. Avec près de 30% de chômage, Thessalonique peine à tenir debout. Loin du tumulte de la grande ville, à une vingtaine de kilomètres, se niche un village un peu à l'écart. Un écrin pour les enfants que la vie a rarement gâtés. Abusés ou maltraités, ils renouent ici avec leur insouciance. Signe des temps, on y accueille aujourd'hui les petites victimes de la crise économique. Marie-Olympia, 10 ans, a été placée dans ce centre par une mère au chômage soucieuse de lui assurer une vie décente. Voici sa nouvelle famille, des frères et sœurs, et une autre maman, une travailleuse sociale qui les aime et les élève jusqu'à leurs 18 ans. Regarde, c'est la liste des fournitures. Pose-la sur l'armoire. Bien sûr, ils sont en contact avec leurs parents. Certains viennent les voir une fois par mois, d'autres plus rarement, voire pas du tout. Marie-Olympia, elle a de la chance. Sa mère vient souvent. Elle passe du temps avec elle. Elles se promènent ensemble, elle lui téléphone souvent et lui achète des cadeaux. Elle est attentionnée. C'est une bonne maman, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre à dire. Elle l'appelle le sans-dents. Marie-Olympia va bien mieux aujourd'hui, mais il lui a fallu 4 ans pour comprendre ce déracinement forcé. Sa mère, qui veut rester anonyme, nous raconte comment la crise économique a dévasté sa vie. Plus de travail et pas de famille, il lui fallait sauver ce qu'elle avait de plus cher. Je ne voulais pas que ma fille aille mendier dans la rue. En aucun cas, je ne voulais ça. Le jour où je l'ai placée, la terre s'est dérobée sous mes pieds. J'ai eu honte de la laisser. Pour en arriver là, je vous assure qu'il faut vraiment être désespéré. Ça me manque qu'elle ne grandisse pas à mes côtés comme n'importe quelle fille avec sa mère. Face à l'afflux des demandes, et pour éviter aux parents d'en arriver là, SOS Village d'enfants a mis en place depuis 2 ans une structure pour éviter l'explosion de la cellule familiale. Bonjour. Bonjour Sakis, ça va? Oui, ça va. Et toi? Je suis venu pour la nourriture. Les sacs sont prêts. Je t'ai mis des produits d'hygiène, de l'huile, des céréales. Tu veux autre chose? Merci. Et pour les fournitures scolaires? C'est prêt. Des rendez-vous individuels pour préserver l'anonymat. Monsieur Karjanotis a perdu son travail et ne reçoit aucune aide de l'État.
Ce coup de pouce lui permet de souffler. J'étais choqué de la violence avec laquelle mes 2 filles ont réagi à la situation. Je ne savais plus comment les raisonner quand elles rentraient de l'école. Elles me disaient que leurs copines s'achetaient des choses avec leur argent de poche et qu'elles n'avaient rien. À la maison, elles faisaient des crises. On ne pouvait plus communiquer. On s'engueulait tout le temps, même avec ma femme. En plus de l'aide matérielle, le centre apporte un soutien moral à des parents à bout de nerfs. Ils ont 3 enfants et n'arrivent plus à gérer les disputes. Alors, pour ressouder le couple et leur famille, une fois par semaine, ils ont rendez-vous avec la psychologue du centre. Alors votre été? Bien, Bien. disons bien. Les temps sont durs. On n'a pas pu emmener les enfants en vacances. Ils sont allés chez leur tante. J'explique aux parents qu'il ne faut pas tout dire aux enfants en cas de problème économique. Ils ne doivent pas connaître les détails, sinon ça inverse les rôles parents-enfants et ça les rend anxieux. Je demande aussi aux parents de consulter pour exprimer et évacuer le négatif. Quand leurs enfants sont petits, je leur apprends à fixer des limites pour ne pas se laisser déborder par des demandes qu'ils ne peuvent pas assouvir. Je me sens inutile, vraiment inutile. Et j'ai parfois envie que la terre m'avale. J'arrive péniblement à avoir 7 à 8 jours de travail par mois. Je travaille dans le bâtiment de 7h à minuit, parfois 1h du matin. Mais l'argent ne suffit pas, alors quand les enfants me demandent quelque chose, je me sens le plus inutile du monde. Pour répondre aux besoins les plus basiques de leurs enfants, les Grecs sans couverture sociale s'adressent à des ONG d'ordinaire dédiées aux migrants. À Médecins du Monde, on en voit défiler des petits patients anxieux avec leurs troubles du sommeil et leurs troubles alimentaires. Konstantinos est accompagné de sa grand-mère. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Parfois, je suis triste, car je n'ai pas ce qu'il faut pour l'école. On me demande d'acheter des cahiers, de la peinture, mais je ne peux pas. Je suis triste aussi parce qu'à la maison, on mange toujours la même chose. Surtout des pâtes. Ses parents se démènent, mais ils n'arrivent pas à régler les choses simples du quotidien. Parfois, ils n'arrivent même pas à leur trouver de quoi petit déjeuner. Et ils ne peuvent plus donner de joie à leurs enfants. Les plus grands en âge de comprendre la situation sont déprimés. Et on ne peut rien faire contre ça. En attendant de soigner les maux de l'âme, la grand-mère se bat pour les soins du quotidien de ses petits-enfants. Des biberons pour les nourrissons. Je voudrais aussi de l'algophrène. Et quelques médicaments devenus denrées rares dans ce grand pays d'Europe. Le frigo, qui malheureusement n'a pas assez de vaccins. Et c'est dommage pour les petits malades qui viennent se faire vacciner ici. Ici, vous voyez le stock de médicaments qui malheureusement est très restreint. Et ceci nous oblige à renvoyer parfois les petits patients. Et les médecins grecs sont inquiets. Ils pointent du doigt les maladies qu'engendre ce système économique. La recrudescence du diabète et de l'obésité. Conséquence des déséquilibres alimentaires dont sont victimes les enfants de la crise.